Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S1105 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 octobre 2025. La Story vous est présentée cette semaine par Fujifilm et son système GFX, des appareils grand format dotés d'une qualité d'image unique. Rédiger un portrait intimiste de Joseph Koudelka. Un pari fou, tant le photographe s'est forgé une réputation d'homme secret et taiseux, refusant toute sollicitation, à tel point qu'il se surnomme lui-même, non sans ironie, Mister No. Pourtant, lorsque l'agence Magnum, dont il est membre, suggère à l'intéressé et à Melissa Harris, rédactrice en chef du magazine Aperture, l'idée d'une biographie, en 2012, Koudelka dit oui. C'est dire le caractère unique de cet ouvrage, paru fin 2024, qui retrace tout le parcours de l'auteur de livres cultes tels Gitan, Ruine ou Exil, qui fut aussi le témoin, en première ligne, du printemps de Prague. Ces 352 pages sont le fruit de plus de 9 ans d'échanges entre le photographe et l'auteur. Melissa Harris a mené un véritable travail d'investigation en allant à la rencontre de tous les protagonistes encore en vie qui ont, à différents degrés, compté dans le parcours hors norme de cet homme errant, aux lunettes et à la barbe hirsute, inséparable de ses appareils photo et de son sac de couchage. Une vie placée sous le joug de l'occupation dès son enfance, sur les hauts plateaux de Bohême-Moravie, à l'est de la République tchèque, où il est né en 1938, qui bascule sous protectorat allemand dès le mois de mars l'année suivante. La famille Koudelka se voit alors obligée d'accueillir des soldats de passage. Le photographe garde en mémoire la méfiance de la population locale à l'égard des Roms à cette époque, une communauté qui va faire l'objet d'un des travaux les plus importants de sa carrière, édité par son ami Robert Delpire en 1975, sous le titre « Gitan, la fin du voyage ». Ni documentariste, ni ethnologue, il est simplement curieux de témoigner du mode de vie de ces gens menacés d'assimilation en République tchèque. Passionné d'aviation, il suit une carrière d'ingénieur aéronautique jusqu'en 1967. Il craint d'avoir fait le tour de la question et se tourne vers la photographie à plein temps. Il peaufine ses techniques de prise de vue dans l'univers du théâtre. Le printemps de Prague, survenu un an après, constitue un tournant. Il documente l'entrée des chars soviétiques dans la ville dans la nuit du 20 au 21 août et les jours suivants, n'hésitant pas à grimper sur les blindés pour photographier, se réfugiant dans les boutiques pour échapper aux soldats qui veulent récupérer les pellicules. Parmi ces images les plus marquantes, celle de la place Venceslas totalement vide, alors qu'une montre affiche l'heure sur un bras tendu au premier plan. Ces photos sont publiées clandestinement dans le Sunday Times un an plus tard, alors qu'il se trouve en Angleterre, mais à la place de son nom figure la mention PP pour Prague Photographer, afin d'éviter toute représaille pour lui et sa famille. Son reportage anonyme, édité par un certain Elliot Erwitt et diffusé par l'agence Magnum, dont il n'est pas encore membre, lui vaut l'obtention de la médaille d'or Robert Capa outre-Atlantique. Il intègre la prestigieuse agence en 1974 en tant que membre permanent, sans avoir à montrer de portfolio. Qualifié d'obsessionnel, il cultive un goût pour la répétition. Il retourne aux mêmes endroits, observer le passage du temps, dans l'espoir aussi de refaire la même image, mais en mieux. Il s'interroge sur l'emprise et l'empreinte de l'homme sur le paysage, s'évertuant à révéler la beauté dans les compositions les plus tragiques. Plus tard, il délaisse les sujets humains et il s'intéresse à la terre, à la pierre, au découpage des territoires. Son amitié avec Cartier-Bresson est largement évoquée. Il partageait une passion commune pour la géométrie et la peinture. Pour lui, le mot foyer a toujours été synonyme d'exil. Lorsqu'il quitte la Tchécoslovaquie pour aller photographier les Roms en Camargue en 1970, il prend une paire de lunettes de rechange, un sac de couchage, ses 2 appareils Exacta et un maximum de pellicules ainsi qu'un billet retour. Il ne revoit ses parents à Paris qu'en 1977 et il ne retourne à Prague que 20 ans plus tard, enfin libre. Le livre s'appelle Next, c'est un peu original comme titre. Il y a une raison ? Oui, ils auraient pu l'appeler Mystère, par exemple, mais Next, oui, Next, pourquoi ? Parce que Joseph Koudelka, a priori, donc les gens qui le connaissaient bien, alors il est toujours vivant, hein, Joseph Koudelka, il est âgé de 87 ans, mais les gens qui le connaissaient bien, on va dire au pic de sa carrière et de ses projets, regardaient toujours
de l'avant. Autant il travaillait sur des sujets parfois le passé, les ruines de l'Antiquité ou les origines du peuple de la communauté Rome. Mais dès qu'il finissait un sujet, il disait next. En gros, il balayait et il passait au suivant. Donc, Ok. cette espèce d'appétit permanent qu'il avait, il était assez connu pour ça. Alors, j'en parle que maintenant de cette biographie. Elle est sortie il y a 1 an à peu près. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé à la lire au printemps. Et c'est pas un livre photo traditionnel au sens traditionnel du terme, c'est plus du texte, c'est une vraie biographie. Il y a beaucoup d'images aussi, il y a la plupart des images du Koudelka, mais que là on va voir en petit, c'est pas la meilleure façon de les apprécier, mais ça permet de situer un peu les choses. Et surtout, on voit beaucoup d'images d'archives, notamment de lui, qui faisait beaucoup d'autoportraits, justement, des endroits où il dormait avec son sac de couchage. Il était connu pour être un petit peu un vagabond, il laissait même un sac de couchage dans les locaux de Magnum à Paris, Mhm. parce que il vivait rarement plus de 3 mois au même endroit, comme il a vécu en exil pendant toutes ces années. Comme je le soulignais, sa couverture du Printemps de Prague a fait grand bruit après à Prague quand elle a été diffusée à l'ouest, puisqu'on est en pleine guerre froide à l'époque, ce qui fait que c'était risqué pour lui de retourner chez lui et pour sa famille. Donc il a attendu la chute du mur pour y retourner 20 ans après. Et juste un mot aussi sur quand même Gitan, hein, qui est considéré comme un classique dans l'histoire des livres photos. C'était une mise en page hyper audacieuse à l'époque, avec Robert Delpire, notamment des prises de vue horizontales qui sont présentées à la verticale, avec des pages blanches en regard. Donc c'est un modèle vraiment de mise en page et de mise en avant d'une série. Et petit point de vue geek, petit précision geek, il photographiait les ROM au 25 mm avec une optique Zeiss Flectogon, alors que d'habitude Flectogon. ouais, il était au 35 mm. Et il explique que le grand angle a changé l'approche de sa vision, sa perception même de la photo. Il recadrait même lui avant déjà des clichés pris au Rolleiflex petit à petit, ce qui l'a amené au format panoramique qui a été assez identitaire de son travail un peu plus tard. Et enfin, clin d'œil avec notre émission du jour, l'auteur, Mélissa Harris, est donc, à l'époque où elle commence à rédiger la biographie, rédactrice en chef d'Aperture, une revue qui a été créée entre autres par... Ansel Adams. Voilà, ouais, ça c'est pour le petit clin d'œil historique. Jean-Michel, tu connais un peu le travail de Koudelka. Est-ce que toi aussi, tu es dans la philosophie du Next? Alors, je ne le connais pas du tout. Je connais bien Elliot Erwitt pour avoir vu son exposition l'année dernière qui était absolument fabuleuse. Mais en fait, oui, et je pense que quand on essaie de suivre une trajectoire, on est toujours dans le projet d'après. Et on va dire, j'ai 2 autres projets qui sont dans la continuité des précédents. Mais en fait, quand on est sur le terrain et qu'on travaille sur un sujet, on voit des choses et on se dit, ah tiens, peut-être que je pourrais aussi aborder ce sujet de manière un peu différente. Et c'est le début d'une série complémentaire qui s'alimente, qui s'enrichit au fil du temps. Et puis à un moment donné, on s'arrête, on se retourne, on fait un pas de côté, et là on se dit, ouais, je crois que j'ai quand même suffisamment d'images, on pourrait montrer ça, on pourrait partager ce regard-là. Je suis plutôt dans la continuité, mais toujours en essayant d'avoir quelque chose de plus à chaque fois, d'affiner le regard, travailler un peu plus sur la composition, sur les couleurs. Et en fait, aujourd'hui, on a plusieurs moyens de montrer son travail. On a évidemment la rematérialisation qui est le stade pour moi ultime en photographie. Et c'est choisir un beau papier pour faire un tirage et donc peut-être une série, une exposition. Et en complément, choisir de rematérialiser sur un livre, hein, sur un support qui va raconter une autre histoire qu'une exposition et qui est complètement complémentaire. C'est pour ça que je trouve que quand on sort une série, c'est bien aussi de raconter une histoire au travers d'un livre où on va pouvoir ajouter des textes, on va pouvoir créer des respirations, des réflexions. Il ne faut pas que ça prenne le pas sur l'image. On a le choix d'avoir une manière de présenter par la maquette. Alors, c'est jamais évident d'être toujours créatif, hein, de renouveler une présentation, mais il faut à la fois être dans la continuité, de ne pas altérer l'histoire qu'on veut raconter, mais il faut aussi la rythmer. Il faut aussi penser qu'un livre, c'est un objet qui peut-être va passer du temps sur une table basse, qui va être présenté pour ses amis quand ils sont présents. Et c'est quelque chose qui doit faire envie, qui doit donner envie de tourner les pages, d'avancer, de reculer, de contempler. Et aujourd'hui, on a beaucoup de solutions à ce niveau-là.
Et j'ajouterai une dernière anecdote pour terminer, pour faire un autre petit pont. Koudelka, il en a été question cette année. J'étais à Prague au moment du lancement du JFX sans RF. Et donc, c'est la patrie de Koudelka, c'est connu pour ça. Sur le RX100 RF, il y a des modes panoramiques auxquels on peut accéder directement via une molette. Donc, moi, j'avais le secret espoir de pouvoir le rencontrer. Apparemment, ça aurait même pu se faire. Bon, il a un certain âge maintenant. Mais pour la petite histoire, on a pu voir sur place certaines de ses archives, argentiques, en cours de numérisation avec les systèmes GFX. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui est en cours entre Magnum et Fujifilm et qui est quelque chose de chouette aussi pour pérenniser les œuvres. Là, on parle de matérialité et pourquoi pas envisager plus tard de les reproduire, mais au moins de les sécuriser, de les archiver. Donc ça, c'est important aussi. Bon. Merci Benjamin pour cette story cette semaine.